Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue pour un nouvel interview, un nouvel entretien. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir mon ami Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique, bonjour. Bonjour Nicolas. Jean-Dominique, on va être transparent totalement avec les spectateurs du Cercle Aristote. Nous nous connaissons déjà puisque nous avions en Suisse lutté contre un certain nombre de mesures liberticides pendant les dernières années. Donc on va se permettre de se tutoyer aujourd'hui, Jean-Dominique, puisque évidemment on se connaît déjà très bien, et puis comme ça, ça se permettra d'avoir une meilleure fluidité dans l'entretien. Jean-Dominique, tu nous reviens aujourd'hui parce que tu es dans l'actualité, car le 4 décembre dernier, je ne sais pas exactement quand sortira cette interview, hein, nous on tourne juste après la sortie de ce livre, mais justement tu viens de sortir un livre qui s'appelle Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid, aux éditions Résurgence, aux éditions du Marco Pieter, hein, collection Résurgence. C'est en Belgique, il fait environ 336 pages. Et tu nous reviens avec ce livre, Autopsie d'un désastre, qui est, d'ailleurs, je le vois, hein, j'ai dans mes notes, qui est préfacé par le professeur Didier Raoult. Donc j'imagine que tu vas être assez fier de ce travail. Alors, est-ce que tu peux juste très rapidement nous présenter ce livre, de quoi tu traites dans ce livre, Autopsie d'un désastre, puisque tu avais déjà sorti plusieurs livres avant, mais alors dans celui-ci de 2023, de quoi tu parles précisément, de quoi ça parle ce livre? J'ai pour principe d'écrire les livres que j'aimerais trouver en librairie et qui n'ont pas encore été écrits. Et en l'occurrence, autour du Covid, il y a plein de livres de qualité qui ont été produits. On peut penser à ceux de Pierre Chaillot, de Laurent Toubiana, de Eusèbe Riochet, de tant d'autres, Alexandra Henrienco, d'Hélène Banoun. Mais j'avais envie et besoin de produire un bilan exhaustif de la gestion de la crise Covid. Au printemps 2021, j'ai signé une pétition à Berne réclamant la constitution d'une commission indépendante d'enquête avec des experts incorruptibles pour regarder ce qui s'était passé et évaluer si jamais c'était conforme à ce qu'on savait devoir faire ou non. Et ça m'a d'ailleurs valu que cette vidéo en question a été censurée sur YouTube. On va Je essayer ne de ne pas disais faire rien. aujourd'hui, quoi. On va essayer de ne pas faire sauter la chaîne du cercle, hein, bien sûr. Mais je disais rien sur les traitements précoces, je disais rien sur les injections géniques expérimentales qui sont les deux motifs principaux pour lesquels YouTube censure. Mais donc YouTube avait vraiment censuré une initiative politique demandant au gouvernement suisse de mettre sur pied une commission, ce qui est quand même assez extraordinaire en termes de logique de la censure, mais tu sais probablement à quel point YouTube est sur la sellette actuellement aux États-Unis pour avoir participé activement à un système de censure qui est totalement incompatible avec la démocratie. Donc, j'ai envie de dire, nous aurions tous besoin que ce bilan soit fait, honnête, documenté, et notamment à partir de ce qui, moi, m'a sauté aux yeux d'emblée. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire dès le mois de mars 2020, c'est que ce qui nous était dit ne correspondait pas à ce qu'on pouvait observer. Je te donne juste un exemple. En février 2020, un expert du gouvernement anglais envoie un message au ministre de la Santé disant le Covid n'est pas suffisamment grave pour qu'une vaccination généralisée de la population soit à prendre en considération. En février 2020. En février 2020, Arnaud Fontanet, qui est un des épidémiologistes du Conseil scientifique en France, a dit le Covid fait moins de morts que la grippe. En février 2020. Et donc, dès que, j'ai envie de dire, cette histoire a débarqué à travers nos écrans, les prises de parole des ministres et autres responsables, il était évident que ça ne correspondait pas à la réalité, petit a, et petit b, tout ce qu'on savait devoir faire pour contenir une épidémie grave ou moins grave a été complètement jeté aux orties. Et on a fait l'inverse qu'on savait devoir éviter. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis devenu aussi vocal aussitôt. C'est que moi, en tant qu'expert en santé publique, je voyais ça et je me disais, mais c'est juste pas possible. Et avec ce motif subsidiaire très intéressant qui est que mes collègues, certains qui sont beaucoup plus prestigieux que moi ou qui occupent des places beaucoup plus en vue dans les universités, dont ça aurait été la responsabilité de dire ce que je suis en train de dire, cela taisait complètement, et soit participer à la psychose en disant oui, c'est épouvantable et oui, il faut appliquer toutes ces mesures absurdes, soit faisait profil bas en disant il faut surtout pas que je dise quoi que ce soit qui puisse me valoir des ennuis. Et donc, si tu veux, cette motivation initiale, aujourd'hui, je l'ai encore, dès lors que ce fameux bilan n'est toujours pas fait et qu'il n'a pas l'air de vouloir l'être, mais pour des très bonnes raisons. Et donc,
Pour schématiser, je parcours dans le livre tout ce qu'il y a à savoir sur la crise Covid, quelle était la gravité réelle, est-ce qu'il y a eu des surcharges des hôpitaux, est-ce qu'il y a réellement eu tous les cas dont on nous a dit qu'ils existaient, est-ce que tout le monde a été à risque, comme on nous l'a fait croire, et puis qu'en a-t-il été des mesures de contrainte qu'on a imposées, dont il faut savoir qu'aucun plan pandémie ne prévoyait de les appliquer, parce qu'on sait depuis très longtemps qu'elles sont inutiles et destructrices. Donc les confinements, le port du masque, les fermetures, les couvre-feux, les passes sanitaires, les systèmes de traçage sont connus de longue date comme étant ce qu'il ne faut surtout pas faire en cas d'épidémie. Le troisième partie s'attache à la question des traitements précoces qu'on a interdits et des conséquences dommageables de toutes les mesures que je viens d'indiquer. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, pour reprendre une expression consacrée, cette épidémie relativement peu grave selon les standards habituels, donc par exemple, on a annoncé 3,5 millions de morts à l'échelle planétaire en 2020. Les épidémies respiratoires virales font habituellement 4,25 millions de morts chaque année. Donc, tu vois, on était même au-dessous de la jauge. Et donc, cette épidémie qu'on aurait très bien su gérer convenablement, et je me prends à rêver que si, par exemple, Christian Perron, Didier Raoult et Laurent Toubiana avaient été en charge de la réponse épidémique de la France, on n'aurait même pas vu qu'il y avait une épidémie. Et au lieu de ça, on a créé une catastrophe en générant des dommages par le refus de soins, par l'hospitalisation tardive, par l'intubation systématique des patients à l'hôpital, ce qui a été une boucherie. Il faut surtout pas faire ça quand vous avez un poumon nécrosé, on le savait depuis longtemps. Les conséquences négatives des confinements, le masque qui crée une hypoxie et évidemment des souffrances relationnelles et sociales. Enfin, voilà, faire l'inventaire, j'ai envie de dire, de tout ce qui a été fait de faux. Et puis après, en nous penchant sur la question expérimentale, puisqu'on nous a dit d'emblée, c'est la seule solution. Donc en février 2020, le ministre anglais de la Santé reçoit l'information que l'épidémie n'est pas suffisamment grave pour justifier. Mais à partir de là, on nous explique sur tous les tons que c'est la seule issue possible et on fait croire que des traitements précoces ne fonctionnent pas pour préserver. Donc on aborde toutes ces questions sous l'ordre de la fiabilité et l'intégrité des essais cliniques de Pfizer, la réalité des effets indésirables, la question du consentement et du droit de la santé, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir librement consentir à un traitement qu'on nous propose. Et puis, en conclusion du livre, on a tout un chapitre sur la corruption systémique, alors qui est un terme qui est difficile à comprendre, parce que corruption, on pense qu'il y a des valises de billets qui transitent d'une main à l'autre sous la table. Ça existe dans le domaine de la santé, donc il y a beaucoup de corruption de cet ordre, mais il y a surtout une corruption systémique, c'est-à-dire que si vous ne participez pas à quelque chose de faux, comme par exemple la réponse au Covid, vous ne pouvez pas maintenir une position de responsabilité dans le système. On a vu, par exemple, comment Amin Umlil ou récemment une directrice d'hôpital ont été virés parce qu'ils avaient témoigné devant une commission du Sénat de ce qu'ils avaient vu. Oui, donc, sûr. Si vous ne chantez pas le chant fallacieux, mensonger et faux qui est imposé, à ce moment-là, vous faites démolir. Et tout ça, et même des médecins généralistes ont été poursuivis pour avoir soigné leurs patients, et tout ça procède d'une logique, d'un système qui est identifié de longue date. Donc on a le diagnostic depuis longtemps de ces réalités, mais malheureusement que le grand public ne connaît pas parce que les médias font obstruction. C'est marrant cette histoire de corruption systémique parce que c'est identifié partout. La Commission européenne l'a dit, l'ONU l'a dit, les centres d'études des universités l'ont dit, les revues médicales l'ont dit, les ONG l'ont dit. C'est un secret de polichinelle, tout le monde est au courant. Mais dès qu'il y a une occasion pour les pharma et les gouvernants qui les servent de faire le maximum de pognon, tout le monde fait semblant que ça n'existe pas. Et ceux qui ont le malheur de le rappeler, comme votre serviteur, se font avoiner de manière assez vigoureuse. Oui, le mot lobby n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a le droit de parler de lobby de l'armement, on a le droit de parler de lobby bancaire ou de lobby des assurances, par exemple. Par contre, le lobby pharmaceutique, ça n'existe pas. Alors que bizarrement, c'est des entreprises de la même taille, c'est-à-dire des tailles multinationales. Voilà, donc c'est très étrange. Alors pour aller dans ton sens, donc tu sais que la directrice actuelle de l'Agence européenne du médicament est l'ancienne lobbyiste en chef des compagnies pharmaceutiques à Bruxelles. Oui, c'est ça.
C'est extraordinaire. On reviendra justement sur toutes ces questions. Je tiens à préciser également, ça tu me l'as dit en amont de l'interview, c'est que c'est une première partie d'un livre qui est en deux parties. Donc là, évidemment, on ne voulait pas faire un pavé de 600 pages, donc tu as divisé en 2 fois 300, j'imagine, ou quelque chose dans le genre. Donc c'est un premier livre là, qui sort fin 2023, et tu as un deuxième en 2024. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler, parce que c'est 2 livres qui vont ensemble, hein, c'est 2 parties. Oui, très volontiers. Effectivement, j'étais parti de l'idée dans un premier temps de faire les 2 parties d'un même livre. Et puis, il y a tellement de matière. Et une des caractéristiques de mon travail, parce que voilà, j'ai une bonne formation dans mon domaine et académique, j'ai envie de dire, c'est de documenter le plus rigoureusement possible tout ce que j'avance. Donc, il y a plus de 1000 références scientifiques et journalistiques. Oui, c'est surdocumenté comme ouvrage. Hein, ça, ouais. Oui, mais en fait, mon intention était la suivante. C'est que, d'une part, les gens nous demandent toujours, oui, vous dites ça, mais quelles sont vos sources? Alors là, ça permet à tout lecteur de pouvoir aller trouver les études qui fondent l'analyse que je partage. Et puis l'autre élément, c'est c'est une situation et c'est un sujet qui est tellement intéressant que je me suis dit que beaucoup de lecteurs pourraient avoir envie à telle ou telle phrase, ah, mais ce truc-là, ça m'intéresse, pourquoi est-ce qu'il dit ça, qu'est-ce qu'on connaît sur le sujet? Et donc, je voulais donner le plus de pistes aux lecteurs pour aller voir par eux-mêmes ce qu'il en est de la connaissance actuelle. C'est pour ça qu'il y a autant de références. Mais donc, le but, c'était précisément de faire ce bilan exhaustif, rigoureux, sourcé de tout ce qui a été géré à l'encontre du bon sens et ce qu'on savait devoir faire. Donc ça, c'est le tome 1, c'est l'autopsie du désastre. Et de nouveau, je pense que ça peut avoir un intérêt pour beaucoup de lecteurs parce qu'il n'y a pas pour l'instant de livre qui rassemble toutes les facettes concernées en ce qui concerne le bilan. Et donc là, il y a vraiment tout dans un livre. Il n'y a vraiment rien qui échappe à ce que j'ai couvert à travers mon écriture. Et puis le deuxième tome, ce qui est devenu le deuxième tome entre-temps, il est naturel, c'est-à-dire que dès lors qu'on constate qu'on a géré de manière catastrophique, on a provoqué une crise là où il n'y aurait pas dû en avoir, qu'il y a eu d'énormes dommages sur la population, des dommages psychologiques, sanitaires, socio-économiques qui sont monstrueux. Et ça, je l'ai dit très tôt, on est en train de détruire les forces vives d'un pays et le nombre de faillites chez les auto-entrepreneurs, les PME, dans la restauration, le commerce sont stupéfiantes. Et c'était tout à fait anticipable. On savait que des mesures comme celle-là ne pouvaient que provoquer que cela. Et d'ailleurs, on sait que la Suède, qui n'a jamais fermé ou confiné, a connu une croissance pendant toute la période où toutes les autres économies européennes connaissaient un recul significatif. Donc, une fois qu'on comprend, OK, on n'a pas du tout respecté la science, on a raconté des mensonges sur la gravité de la situation et ce qu'il fallait faire. On a provoqué des dommages dans toutes les dimensions de la société, et à un moment donné, on est obligé de se poser la question, mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Et si l'hypothèse de la maladresse ou de la médiocrité a pu faire sens pendant quelques mois, il y a un moment donné où la systématicité de la transgression et de la mise en échec des bonnes mesures et de la promotion de mesures dommageables ne laisse plus penser que ça puisse être de manière aléatoire. Parce que quand les gens se trompent de bonne foi, ils se trompent une fois dans une direction, une fois dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne se trompent pas systématiquement dans la même direction. S'ils se trompent systématiquement dans la même direction, c'est qu'il y a une intentionnalité à un moment donné. Et comme effectivement je poursuis un intense travail documentaire depuis 3 ans, il se trouve que j'ai eu accès à un ensemble de documents, alors qui sont aussi solides qu'il est possible. C'est des documents déclassifiés du département militaire américain, c'est des mises en lumière de la complicité entre la Chine, l'OMS, Bill Gates et le système de santé américain. C'est littéralement comme ça que ça s'est fait. Et on voit les complicités, on voit les magouilles, on voit les échanges d'emails qui disent « il faut surtout censurer cette information, il faut surtout faire croire que cela ». Et donc, on voit qu'il y a en fait une fabrication du désastre. Et donc, dans le deuxième tome, je me penche sur la question qui, comment, pourquoi. Qui sont les responsables de cette gabegie? Comment ils ont fait? Et quelle est leur intention finale? Alors, je ne vais pas dévoiler la fin du film, mais à ce stade, on est obligé de constater, parce que ce sont les seules hypothèses fortes qu'on ait à disposition, qu'il y a d'une part une opération criminelle de grande envergure visant à pomper le maximum de fric des États, ça, l'exemple de la Commission européenne est tout à fait parlant, et puis une tentative de coup d'État mondialisé
où, au prétexte du risque sanitaire, on est en train de retirer aux États leur souveraineté et de mettre la population sous surveillance constante. Donc ça, c'est pour l'instant l'hypothèse forte, crime organisé et coup d'État planétaire. Et bien justement, ça me permet de poser une toute petite question. Enfin, juste on pourrait remettre le livre dans le contexte. On est bien d'accord que dans ce livre, tu fais l'autopsie d'un désastre au niveau de l'échelle planétaire. Hein. C'est pas seulement au niveau de la France ou de la Suisse ou de choses-là. Quel est le périmètre, voilà, de ton analyse au niveau de la documentation du livre? Est-ce que tu t'es contenté des pays francophones ou occidentaux, ou par contre est-ce que tu as fait quelque chose de plus exhaustif et au niveau de, voilà, tu t'es intéressé à beaucoup de cas différents? Quel est le périmètre? Donc il est mondial, comme tu dis, mais avec toutefois ce piège dans lequel il est important de ne pas tomber et de ne pas céder à ce qu'on appelle en anthropologie le péché d'ethnocentrisme, c'est-à-dire de considérer que notre société vaut pour toutes les sociétés, qui est qu'il y a des territoires entiers, et je pense évidemment en particulier à l'Afrique et au monde arabe, qui sont restés totalement indemnes de la psychose, mais totalement. Donc, cette espèce de sentiment qu'on était tous en danger de mort, que c'était terrifiant, qu'il fallait se soumettre à tout ce que nos autorités disaient avec des mesures extraordinairement liberticides, mais qui ont violé les droits fondamentaux, je veux dire, c'est intéressant. Nos autorités se sont comportées de manière criminelle en matière de droit de la santé, de droit pénal, de droit civil, de droit constitutionnel et des traités internationaux en matière du droit de la santé. Donc, c'est énorme comme histoire. Et effectivement, beaucoup de pays du Sud n'ont pas du tout embarqué dans ce délire et donc ont vécu la soi-disant pandémie, qui techniquement n'était pas une pandémie en termes de volume et de gravité, de manière beaucoup plus sereine que nous. Donc évidemment que je me concentre sur le délire occidental, c'est-à-dire ce qui nous a été imposé ici, mais tout en amenant bien sûr des éléments de contraste ou des compléments d'information à partir d'autres contextes. Est-ce que tu peux, simplement pour certaines personnes, parce qu'au cercle, nous on invite beaucoup justement de personnes comme toi qui sont des chercheurs ou des spécialistes et des gens qui justement, tu ne serais pas invité si ton travail n'était pas sursourcé et que tu pouvais l'argumenter. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta méthode de travail? Tu avais dit justement que ça fait des années au-delà de ce que tu as fait avant, hein, parce qu'on a dit expert en santé publique, donc j'imagine que la documentation, tu en avais bien avant, mais sur ce sujet, donc tu as dit que tu as commencé à avoir de la documentation depuis fin 2019, début 2020, hein, quand les premiers éléments de cette crise sont arrivés. Comment est-ce que tu as travaillé, compilé pour finalement faire cet ouvrage un peu somme, comme tu le dis? D'accord. Alors effectivement, il y a le fait que je travaille des questions depuis des années et des années. Par exemple, la question de la corruption systémique au sein des systèmes de santé, ça fait 15 ans que je travaille ce sujet, que j'ai récolté une masse documentaire énorme. Et d'ailleurs, de manière assez amusante, à l'automne 2019, je contemplais cette montagne de documents hyper importants parce qu'ils décrivent pourquoi aujourd'hui la médecine et le système de soins n'est plus au service de la santé de la population de manière prioritaire. Et tu sais peut-être que la mauvaise prescription médicale est aujourd'hui la 3e cause de mortalité en Occident, après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Donc ça veut dire qu'on a une médecine qui évidemment réalise des prouesses, notamment en termes de chirurgie, en termes de soins intensifs, en termes de... Voilà, elle est juste incroyablement avancée à certains égards, mais dans l'ensemble, elle ne sert plus prioritairement les intérêts de la population. Et donc, je contemplais cette masse documentaire en me disant, mais bon sang, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Ce serait quand même essentiel de le faire savoir, c'est-à-dire tous ces mensonges, compromissions, trucages, falsifications, corruption, crimes qui existent dans le domaine. C'est du crime organisé dans sa logique. C'est pas moi qui le dis, c'est un des plus grands analystes des données médicales, le professeur Gotche, qui a été un des fondateurs de la revue Cochrane en Scandinavie, une immense autorité. Il a publié en 2014 un livre qui s'appelle Remèdes mortels et crimes organisés, en montrant que les procédés de l'industrie pharmaceutique sont les mêmes que ceux de la mafia. Intimidation, corruption, chantage, des morts comme résultat de leur activité économique. Et ce livre a été primé par l'Association médicale britannique, l'Association des médecins britanniques, en 2014. Il a reçu un premier prix. Donc tu vois, de nouveau, c'est un problème transversal. Et puis après, alors depuis le début de la crise, une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui, à peu près plus personne ne sait lire la science. Et moi-même, je ne suis pas un scientifique. Je ne suis pas un chercheur scientifique qui produit de la recherche médicale. Je suis un anthropologue médical dont une des compétences est de savoir lire la science et notamment de voir si c'est bien fait ou non. Il y a un autre problème, j'ai une petite parenthèse que la plupart des gens ignorent, mais c'est qu'aujourd'hui, on considère que 80 à 90% de ce qui est publié dans des revues médicales scientifiques est faux.
Alors, pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est très difficile de faire de la recherche en médecine parce que, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, la médecine n'est pas une science. Ce n'est pas une science, c'est une pratique. La chimie est une science, la biologie est une science, la physique est une science, mais la médecine n'est pas une science. C'est une pratique qui s'inspire de différents savoirs scientifiques, dont la biologie, la chimie et la physique, la sociologie aussi, ou la psychologie, mais qui n'a pas le statut, pour un ensemble de raisons épistémologiques, de science. Et en fait, c'est très difficile de faire de la recherche médicale parce que dans les méthodologies actuelles, on cherche toujours à aplatir les phénomènes pour pouvoir identifier une ou deux variables qui seraient significatives. Et l'être humain est tellement multidimensionnel et tellement complexe qu'en fait, on se soumet très mal à ça. Donc, par exemple, si tu cherches à évaluer l'effet de la strychnine, la mort au ras sur la population, oui, là, tu peux voir que tu empoisonnes les gens et qu'ils vont pas bien. Mais sur beaucoup d'autres questions, en fait, les méthodologies sont très lacunaires et limitées, donc elles ne peuvent pas produire de bons résultats. Et puis l'autre élément, c'est la corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des scientifiques sont financés pour produire des résultats et faire croire que les études qu'ils ont mis sur pied et les méthodologies qu'ils emploient sont adéquates, alors que ça n'est pas le cas. Et donc, pour en prendre juste un exemple, tu as mentionné que le professeur Raoult avait accepté de préfacer mon livre, mais je veux dire, aujourd'hui, on a plus de 400 études qui documentent l'utilité de ce qu'il préconisait. Et on a vu toute une volée de fausses sciences être produite pour venir contester ça. Et dans une manière de faire qui, en fait, a été inaugurée à l'époque par l'industrie du tabac, c'est-à-dire qu'à l'époque où le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon devenait assez évident sur la base des données dont on disposait, ils ont engagé des professeurs d'université pour produire des articles disant non, c'est pas du tout sûr, le lien, corrélation n'est pas causalité, enfin on connaît tous les subterfuges. Et donc ça a pris plus de 40 ans entre le moment où on a su la réalité et le moment où ça a été intégré comme connaissance dans le corpus scientifique à cause des efforts d'enfumage financés par l'industrie du tabac. Et aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique fait exactement la même chose. Et c'est très compliqué. Tu vois, prenons un exemple, le port du masque. Il y a des gens qui sont persuadés que ça protège contre la transmission du virus d'une personne à l'autre. Bon, que dit la science quand on fait une revue de littérature scientifique? Écoute-moi bien, c'est que même en salle d'opération, ça ne prévient pas la transmission des virus et des bactéries. La raison du port en salle d'opération, c'est de protéger contre les jets de liquide physiologique. Oui. Si tu as du pus, de la lymphe ou du sang qui gicle, bien sûr, à ce moment-là... faut pas que ça atteigne l'intérieur du corps du médecin voilà. ou de l'infirmière. Voilà. Mais on a, tu vois, vraiment, ce que dit la revue de la littérature la plus rigoureuse, c'est qu'il n'y a aucune preuve que ça empêche la transmission des virus et des bactéries. Porté dans un cadre stérile, avec une ventilation, les gens ne touchent jamais leur masque. Donc, quand tu fais porter le masque en population générale, où les gens se tripotent le visage 27 fois par heure en moyenne, ils touchent tout autour d'eux, le masque devient un bouillon de culture, ça crée un état d'hypoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène, c'est une asphyxie au bout de quelques heures, et puis ça devient un bouillon de culture, comme ils touchent, ils mettent les germes partout autour d'eux, et ce qu'une étude en Norvège vient de montrer, c'est que les gens qui portaient le masque étaient plus à risque d'attraper le Covid que ceux qui ne le portaient pas. Ça, c'est juste l'évidence en termes scientifiques. Maintenant, tu vois le matraquage qui a été fait pour faire croire l'inverse, et notamment, il y a eu la production de plein d'études mal faites, frauduleuses, falsifiées, qui disaient si, ça interrompt la transmission. Et si quelqu'un n'a pas la compétence de lire la science, et même la plupart des médecins n'ont pas, les médecins ne sont pas des scientifiques, ils n'ont pas de formation scientifique. Ils apprennent les maladies et les traitements, mais ils n'ont pas de formation scientifique. Donc si tu n'as pas cette compétence, tu vois, tu as une montagne d'études dont la moitié dit le masque ne sert à rien, dont la moitié dit le masque sert à quelque chose, et tu es juste perdu. Donc que fait le citoyen moyen? Il débranche. Il dit c'est trop compliqué, je ne peux pas savoir, on me dit ceci, on me dit cela, je fais confiance à mon médecin. Et moi qui ai la compétence de lire la science, donc j'ai fait ce travail de tri, et notamment les essais cliniques de Pfizer sont d'un degré de fraude qu'on ne peut même pas imaginer si on n'a pas pris le temps de les parcourir. Est-ce que tu veux dire, justement, on fait un petit
un petit virage vers les médecins, c'est que les médecins ont du savoir scientifique, sont des praticiens, mais en fait, ils sont occupés déjà toute la journée à pratiquer la médecine, à soigner leurs patients, et ils sont pas toute la journée à lire des articles scientifiques et les corriger. C'est ça que tu veux dire? C'est même plus que ça, c'est qu'ils n'ont pas de formation scientifique. Quand tu dis ils ont un savoir scientifique, c'est faux. La médecine est une praxis, c'est une pratique. Et au fond, ce qu'apprennent les médecins dans leur formation, c'est à reconnaître des maladies sur la base de tableaux qui existent, c'est ce qu'on appelle la nosographie. Oui, mais pour soigner les gens, il faut déjà commencer par le diagnostic. Donc, ils apprennent à poser des diagnostics sur la base d'un ensemble d'indices ou de signes. Et puis après, ils connaissent les recommandations de traitement qui sont édictées par les sociétés médicales et les gouvernements. Et donc, leur taf, si tu veux, c'est d'identifier quel est le problème auquel je suis confronté, qu'est-ce qu'on me dit de faire dans quel cas, et de matcher les deux. Alors, c'est pas du tout une critique des médecins de dire que ce ne sont pas des scientifiques. Parce que, au fond, la seule chose qu'on attend de son médecin, c'est qu'il soit un bon praticien. C'est qu'il sache bien reconnaître ce dont on souffre et qu'il nous donne des bons traitements. Mais ils ne connaissent pas la science, ils n'ont pas fait de recherche scientifique et ne savent pas lire les articles scientifiques, sauf ceux qui ont fait des diplômes complémentaires ou des doctorats, par exemple, en microbiologie. Voilà. Où eux, c'est vraiment des scientifiques, mais ça, c'est ceux qu'on trouve à l'IHU, par exemple. Ou dans les centres de recherche. Ou dans les centres de recherche, absolument. Mais le médecin moyen, généraliste ou spécialiste, n'est pas un scientifique et ne dispose pas de la compétence de pouvoir distinguer entre un article vrai et un article faux, sachant qu'aujourd'hui, le degré de truanderie est phénoménal. Didier Raoult l'avait dit, mais il faut se rendre compte que tu as des articles dont le résumé, qui est à peu près la seule chose que tout le monde lit, contredit ce qu'il y a dans le corps de l'article. Donc, dans le corps de l'article, par exemple, on dit qu'un ratio coût-bénéfice est défavorable, et puis dans l'abstract, on dirait « mais le ratio coût-bénéfice reste très largement favorable ». C'est des contradictions, mais qui font tomber les chaussettes. Et puis, très souvent, les données embarrassantes sont cachées au fond des annexes, que personne ne lit, des dizaines de pages en fin de document. Et quand tu creuses, tu vois tout d'un coup que, par exemple, il y a eu des morts dans un essai clinique qu'on n'a pas déclaré, ou qu'il y a une donnée statistique, un intervalle de confiance qui est complètement délirant. Mais si tu vas pas creuser au fond des annexes, tu les trouves pas. Et donc, dans mon livre, je détaille tout cela en suivant des personnes qui ont déjà très bien fait ce travail, comme Alexandra Henrion-Côte, Christine Coton. Enfin, il y a déjà des gens qui ont très, très bien défriché le territoire. Et donc, moi, qui suis plus un vulgarisateur, si tu veux, qui sait lire la science, mais qui sait aussi la faire comprendre, j'essaye de formuler les choses d'une manière qui soit claire et intelligible pour chacun. Alors on va revenir à une question, parce que mine de rien, l'entretien avance, c'est passionnant. Il y a une question qui brûle les lèvres de beaucoup ici. On est un public, on va dire, très passionné par les questions politiques, les questions publiques de citoyenneté. Il y a toute cette question de la corruption. Comment est-ce que tu peux décrire, vu que ça fait très longtemps que tu travailles sur le sujet, on a la chance de t'avoir aujourd'hui, est-ce que tu peux décrire en plusieurs minutes comment la corruption de la part de différents organismes, institutions, grands labos pharmaceutiques, entreprises, etc., est arrivée dans le milieu médical? Est-ce que ça a toujours été le cas, ou est-ce qu'au contraire, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé récemment, ou plus ou moins? Voilà, explique-nous un peu ce processus qui est arrivé avec l'ère moderne, justement, de corruption de la médecine que tu décris dans ce livre. Volontiers. Alors, je vais commencer par un zoom out et en disant que des recherches qui ont été publiées récemment par Euractiv et différentes ONG ont même dit que la corruption est un problème énorme, généralisé à l'entier de notre société au sein de l'Union européenne. Le coût de la corruption dans l'Union européenne est de 1 000 milliards d'euros par an, tout domaine confondu. Donc, tu vois, c'est pas que la corruption dans le domaine de la santé soit un épiphénomène qu'on ne retrouve dans aucun autre domaine. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés profondément corrompues qui pratiquent en fait un capitalisme de connivence. C'est-à-dire qu'on est censé être un système capitaliste libéral de libre entreprise, mais dans les faits, tout est arrangé pour réserver les marchés à certains acteurs dominants d'une manière qui fausse complètement la concurrence. Donc, on est dans une espèce de socialisme étatique qui se présente sous un jour capitaliste, pour le résumer ainsi. Ouais, comme ce que dit Charles Gave, quoi. Oui, absolument. Et puis, dans le domaine de la santé, alors ça a toujours existé, étant donné que c'est... Alors, militaire, santé, c'est la première et la deuxième industrie, le complexe militaro-industriel et les pharma. Bon, des fois c'est l'une, des fois c'est l'autre en termes de chiffre d'affaires, mais donc c'est monstrueux en termes de pouvoir. Et il y a toujours eu évidemment des pratiques déviantes, mais qui, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, étaient relativement contenues par un ensemble de garde-fous.
Et ce qui est vraiment impressionnant, Christian Perron l'a dit, tu vois, lui, il a présidé la Haute Autorité de Santé, la commission à la Haute Autorité de Santé qui s'occupait de la gestion des épidémies pendant plus de 10 ans. Donc il sait de quoi il parle déjà, il faut quand même le dire. Et puis, il révélait comment à l'époque, chaque séance décisionnelle était suivie d'un procès-verbal pour laisser des traces, et que tous les acteurs qui avaient des liens d'intérêt avec, par exemple, une pharma sur une question de santé, le déclaraient et se récusaient. Ce qui est juste le b.a.-ba du fonctionnement démocratique. Si tu as un conflit d'intérêts, bah, tu ne prends pas part au débat. Et en l'occurrence, pendant cette crise, tout ça a explosé. Plus aucun procès-verbal n'a été pris, donc on ne peut même plus retracer ce qui s'est dit. Et puis les experts qui avaient des lourds conflits d'intérêts ne se sont pas du tout récusés. Et d'ailleurs, tu sais peut-être, Martine Vonner, ancienne parlementaire à l'Assemblée nationale, a témoigné que lors de l'audition réalisée avec Didier Raoult, celui-ci lui a révélé que dans le conseil scientifique indépendant dont il a très vite démissionné, un jour, écoute bien, Emmanuel Macron est entré avec le président directeur général de Gilead, ils ont lâché des boîtes de remdesivir sur la table en disant « c'est le traitement du Covid ». Mais tu imagines, le président de la République, alors j'ai pas de raison de douter du témoignage de Martine Vonner, qui dit, voilà ce que Didier Raoult a dit en commission avec le secret de l'audience, donc c'est pour ça que Raoult n'en a pas parlé publiquement. Mais quand Vonner dit, voilà ce que Raoult nous a dit, j'ai pas de raison d'en douter. Et d'ailleurs, tous les gens qui faisaient partie du conseil scientifique gouvernemental sont perclus de conflits d'intérêts. Alors, autre repère temporel, c'est la crise H1N1, dont on se souvient, donc la fameuse grippe de 2009, qui a vu nos gouvernements surréagir, acheter des médicaments inutiles, mettre précipitamment sur le marché un vaccin qui a eu des effets secondaires sans montrer d'efficacité intéressante. Et dans l'après-coup, il y a eu des rapports d'enquête, notamment celui du Sénat français, très bien fait, qui liste tous les problèmes. Corruption des experts, enfin, lien d'intérêt, conflit d'intérêt, pensée unique, interdiction des intérêts divergents, trucage scientifique, exagération du problème pour faire croire qu'il était très grave, licence donnée aux compagnies pharmaceutiques. Enfin, il y avait un diagnostic, mais parfait, de tout ce qui avait dysfonctionné pendant cette crise. Alors, tu es d'accord avec moi que quand on fait un inventaire d'une crise, un bilan, c'est pour corriger les choses. Dans l'aviation, quand l'avion se crache, on cherche à comprendre ce qui s'est passé pour empêcher les futurs crashs. Or là, ce qu'on a vu entre 2009 et 2020, c'est que en fait, les corrections ont été apportées à tout ce qui avait permis d'identifier qu'il y avait eu une magouille. Et donc, on a soigneusement dynamité, tu vois, tout ce qui avait fait qu'en 2009, ça n'avait pas été aussi loin que ça aurait pu aller, parce qu'il y a un ensemble de gens qui se sont réveillés et qui ont pris la parole. Et donc, c'est là où on voit une intentionnalité. Et donc, aujourd'hui, alors, je disais, effectivement, et je comprends que ça dérange beaucoup de personnes qui nous disent, mais si ce que vous dites est vrai, ça dessine un monde dans lequel je ne peux pas vivre. Ça veut dire que nos gouvernements travailleraient contre nous, nos médecins n'auraient pas notre santé comme priorité, les universités seraient des faussaires, et je ne peux pas vivre dans un monde aussi noir. Maintenant, le diagnostic tel qu'il a été posé, par exemple, par le centre d'éthique de l'université de Harvard, qui a travaillé sur cette question pendant 3 ans, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique a pris le contrôle de toute la filière médicale, la recherche, les publications, la formation des médecins, les traitements, les politiques de santé publique et les gouvernements. C'est une pieuvre, c'est une mafia qui a pris en main l'entier du système et d'une manière qui, dans cette crise, a atteint des niveaux sans précédent. Le fait d'interdire à des médecins de soigner leurs patients avec des remèdes qui sont dans la pharmacopée, qu'on sait utiliser, qui sont accessibles chez le pharmacien, ça s'était jamais vu dans l'histoire de la médecine. De même que cette prétention de la santé publique de régenter la vie de tout le monde. Ça, tu me diras si ça t'intéresse ou pas, mais c'est un problème éthique qu'on connaît de très longue date en santé publique, où on se dit il ne faut surtout pas commencer à vouloir prendre le contrôle sur la vie des gens. Donner de l'information utile pour que les gens puissent mieux comprendre ce qui les concerne, oui, mais surtout que ça ne soit pas autoritaire, paternaliste, abusif. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que c'est généralisé, et comme je le mentionnais avant, tout médecin qui aspire à avoir une position de responsabilité, chef de service ou universitaire, ne peut pas aller contre la magouille, parce qu'il se fait démolir. Et évidemment que des cas comme Amin Umlil, comme Didier Raoult,
hein, ont vraiment été utilisés pour faire un exemple. C'est comme quand on clouait les gens au pilori au Moyen-Âge. Il y a un peu de ça, et puis c'est aussi une recherche de marché captif, j'imagine. C'est qu'au lieu de faire une sorte de capitalisme à l'ancienne, disant bah, on va essayer d'être les meilleurs sur tel marché, d'avoir les meilleurs produits, les meilleures façons de travailler, voilà, d'avoir les meilleurs rendements, c'est de dire maintenant en fait on s'en fiche tout ça, si on a le contrôle du système, on a des marchés captifs et quelque part on s'assure une rente sur la santé des gens. Absolument. Et le grand ennemi pour l'industrie pharmaceutique dans toute cette affaire, c'était les remèdes tombés dans le domaine public qu'on pouvait repositionner. Donc voilà, il y a un nombre de molécules agissantes dont on dispose dans la pharmacopée qui peuvent avoir des indications sur des nouvelles pathologies ou des pathologies très proches de celles dont on sait déjà qu'elles ont un effet à leur sujet. Et on a vu effectivement un déluge de feu, c'était les orgues de Staline, de la part des médecins de plateau, des experts gouvernementaux, des responsables gouvernementaux et de la presse, pour démolir la perspective alors que, d'après nos recherches, il y a actuellement 47 substances différentes qui ont une utilité. C'est la maladie dont on parle. Alors, certaines magistrales, d'autres relativement secondaires, mais il y a 47 substances et pratiques de santé dont on a des preuves par la recherche qu'elles ont une utilité. Et voilà, ça, il fallait absolument démolir pour réserver le tout vaccinal. Parce qu'il fallait dire justement que le protocole Raoult, qui avait été, dont on avait beaucoup parlé, qui avait été mis en lumière, n'était qu'une de ces 47 solutions qui avaient été développées par les HU, mais c'est-à-dire plein d'autres médecins dans le monde, dans différents pays, avaient trouvé ou essayé de trouver des solutions avec ce qui existait déjà en termes de molécules, enfin pharmacopée, justement pour traiter cette maladie. Et des fois très simple, souviens-toi de la vitamine D, qui est quand même un des grands, un des grands facilitants de l'immunité, c'est un booster immunitaire, et la plupart des gens sont en déficit de vitamine D. Bah, très vite, on a identifié, mais même l'Académie de médecine l'a reconnu, de manière un petit peu murmurée. Eh ben, ça n'a pas empêché des médecins de plateau comme Karine Lacombe et d'autres de venir dire en permanence des choses qui étaient de la pure désinformation, alors qu'une supplémentation rapide en vitamine D permet de réduire de 50% le risque d'hospitalisation dans la réalité. Juste de la, excuse-moi, tabarnak de vitamine D. Tu vois, c'est pas... Et tout ça, il fallait absolument l'écraser. Pourquoi? Parce que la condition pour qu'il y ait des injections géniques expérimentales qui puissent être mises sur le marché en urgence, c'est qu'il n'y ait aucun traitement efficace à disposition. Aucune alternative. Donc, voilà, c'était massacre à la tronçonneuse. Mais après, avec tout un endoctrinement, parce qu'évidemment que l'immense majorité des médecins qui sont pris dans ce système n'ont pas conscience de participer à quelque chose de mafieux et de violenter la santé de leurs patients. Ce sont des gens bien intentionnés, mais après, la doxa a tellement été bien mise en œuvre, c'est-à-dire cet ensemble de narrations simples mais fausses, crédibles, que les gens ont entendues, avec j'ai envie de dire, la deuxième jambe, qui était le fait de dire tout discours qui contredit ça est complotiste, dangereux, d'extrême droite, antisémite. Donc il y a eu vraiment un cordon sanitaire qui a été mis pour que la population ne soit pas exposée à la vérité autour de ces sujets. Et ça a très bien fonctionné, vu qu'on recommence à imposer le port du masque à différents endroits. Alors on comprend bien la corruption on comprend bien la corruption dans le domaine médical, donc la corruption de médecins, de chercheurs, des fausses publications, tu as très bien existé, mais il faut toujours, dans un phénomène de mafieux, il faut toujours, on va dire, le gros bras qui vient tordre celui qui... un peu le bras armé de la mafia, celui qui vient tordre les gens qui sont récalcitrants. Et donc du coup, comment cette corruption s'est fait aussi au niveau politique pour qu'on puisse imposer ces idées? Parce que quelque part, on pourrait dire non mais nous on n'est pas d'accord en tant que société, en tant que citoyen, on va sortir de ça, on va mettre des règles de vie commune. Donc il y a aussi la corruption qui s'est fait au niveau de la vie publique, pas seulement à l'intérieur du corps médical, quoi. Alors, est-ce qu'on a des traces, par exemple, de financement de campagne ou d'hommes politiques connus en Occident ou même dans d'autres pays qui sont où il y a un financement massif d'entreprises pharmaceutiques? Alors de nouveau, c'est plus systémique que ciblé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les médias Politico et Die Welt en Allemagne se sont posé la question et ont fait une réelle enquête journalistique, Dieu sait si c'est rare de nos jours, pour savoir mais qui a piloté la réponse mondiale au Covid. Et tu sais qui est l'épidémiologiste mondial en chef qui a décidé des politiques anti-Covid?
c'est Bill Gates. C'est la conclusion. Grand épidémiologiste. Et c'est la conclusion de Die Welt et de Politico, tu vois. Et il montre qu'avec ces différentes fondations et en dépensant 10 milliards de dollars, Bill Gates s'est en fait arrogé le droit d'être l'autorité sanitaire ultime qui définit les recommandations et les politiques prescrites pour les États. Ce qui est juste stupéfiant, tu vois, stupéfiant. Mais c'est ça la réalité du point de pouvoir. Et il faut savoir que Bill Gates, avec ses fondations, depuis des années, arrose toute la presse et tous les centres universitaires. Tous. Oui, il a dit des subventions des subventions de journal Le Monde, des subventions. Oui, on le retrouve partout. Ah tiens, ça c'est pas une fondation de Bill Gates, ça Partout. Et après, comme on est dans ce capitalisme de connivence, et ça on le voit bien en France, c'est que Emmanuel Macron n'est évidemment, lui non plus, pas au service du peuple français, il est au service de l'oligarchie planétaire, et donc il est cul et chemise avec Bill Gates, avec Jeff Bezos, avec Klaus Schwab, mais certainement pas avec le dirigeant d'entreprise du coin, le boulanger, l'agriculteur ou le soignant, tu vois. Donc après, ces gens, on les entrait partout, et ce sont eux qui définissent la réponse sanitaire, alors qu'ils n'en ont ni les compétences, ni les prérogatives, ni la légitimité. Et puis, en fait, il y a eu cette boucle que j'ai évoquée précédemment, qui est que toutes les réponses sanitaires abusives sont venues de Chine communiste, avec des trucages. Tu te souviens de ces gens qui tombaient morts dans la rue? On a vu des images de ça. On nous a montré des images de passants à Wuhan qui marchaient sur le trottoir et tout d'un coup, pouf, ils tombaient morts. On disait, ah, c'est le Covid. Depuis quand est-ce qu'on meurt d'une épidémie respiratoire virale qui ne frappe que les gens en toute fin de vie ou très gravement malades, en tombant mort sur place quand on est jeune et en bonne santé? On nous a fait croire qu'un hôpital a été construit en 48 heures pour accueillir des patients. C'est faux. C'est un appartement qui était à 10 000 à 1000 km de là, dans une autre province de Chine. Donc, c'était juste du délire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'OMS qui a réagi dans un premier temps en disant « mais c'est bizarre ce truc, ça ressemble à rien de ce qu'on sait devoir faire ». Et puis 10 jours plus tard, ils ont dit « ah non, mais c'est quand même bien, ça a l'air de fonctionner ». Encore 10 jours plus tard, ils ont dit « c'est ça qu'il faut faire dans tous les pays du monde ». Alors que ça contredisait le plan pandémie de l'OMS de 2019. Donc une année avant la pandémie, ils avaient révisé le plan pandémie. Et les deux principes cardinaux, je me permets de les rappeler, parce que ça, il faut vraiment que les gens le sachent, c'est on laisse les médecins généralistes soigner les patients, c'est le premier rideau contre l'épidémie, et on laisse la société vivre le plus normalement possible. Hein, ce deuxième point, c'est ce qu'a fait la Suède, qui a les meilleurs résultats, et la Norvège, de toute l'Europe. Donc, ni fermeture, ni confinement, ni masque, ni ceci, ni cela, tu laisses les gens vivre normalement, et c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Et en fait, la Chine a proposé un modèle totalitaire, dictatorial et complètement délirant sur le plan sanitaire. L'OMS a dit c'est ça qu'il faut faire. Et puis Fauci, qui est le maître d'œuvre de la réponse américaine, mais qui est, alors lui, c'est le diable en personne en matière de corruption, dit que son adjoint est revenu de Chine en disant c'est génial ce qu'ils font là-bas, donc il faut qu'on le fasse aussi. Et c'est comme ça que tout le système a été pris en otage. Et puis après, ceux qui imposent qu'on ne puisse pas échapper à ça ou contredire cette idéologie délirante, ce sont tous les étages intermédiaires, les chefs, les sous-chefs, les sous-sous-chefs, tous ces gens qui sont pris dans la machine et avec ce questionnement lancinant qu'on s'est tous posé par rapport à des moments de l'histoire. Mais qu'est-ce qui fait que des braves gens deviennent des sales types? Qu'est-ce qui fait que l'Allemand moyen a pu devenir un nazi? Qu'est-ce qui fait que le Russe moyen a pu participer au délire stalinien? Et là, je suis désolé, mais c'est vraiment structurellement la même chose. Et Ariane Biran, qui est docteur en psychopathologie et philosophe, a montré que c'est une dérive totalitaire. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont commencé à appliquer, participer à être complices de mettre en œuvre des mesures extrêmement violentes, discriminatoires, dommageables, brutales, voire meurtrières. Les injections de Rivotril en masse dans les EHPAD, ça a été un assassinat collectif, il n'y a pas d'autre terme. C'est-à-dire qu'il y a des équipes dont la mission était d'aller dans les EHPAD achever les personnes âgées qui étaient malades du Covid et en détresse respiratoire. Donc tu vois, ça atteint un degré de gravité énorme. Et le problème collectivement dans des cas comme ça, c'est que les gens qui participent à ça ne sont pas des salauds au départ. Mais une fois qu'ils ont commencé à participer à ça, la mauvaise conscience et la gravité de ce dont il s'agit fait que l'esprit se referme, tu vois, pour ne surtout pas mesurer
ce à quoi ils ont participé et ce dont il s'agit. Et là, on est face à tous ces hypnotisés du covidisme qui ont même perdu des facultés logiques élémentaires. Oui, bah c'est justement c'est toute la question anthropologique que tu traites en tant qu'anthropologue. Petite question un peu rigolote. On a vu une annonce qui a dû te faire, je sais pas si ça t'avait plaisir ou pas, mais qui est peut-être un bon signe. C'est ta grande amie Karine Lacombe qui a annoncé qu'elle partait de Twitter, enfin X maintenant, d'Elon Musk, en disant non, mais j'en ai marre, c'est un réseau social, il y a que des antisémites, des méchants, des gens d'extrême droite dessus. Est-ce que c'est pas quelque part vu que maintenant il y a moins de censure sur X, on ne sait pas s'il y en a encore comme ça, mais en tout cas il y en a un peu moins, donc il y a un peu plus de liberté de parole. Est-ce que c'est pas un bon signe, quelque part un signe de retournement par rapport au statut que pouvait avoir une Karine Lacombe sur les plateaux il y a quelques années? Oui, bien sûr. Et là, je dirais qu'on est un peu dans cet embranchement. Soit nos sociétés retrouvent leur raison, et ça veut dire que tôt ou tard, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé et voir que c'était grave, la manière dont on a transgressé les règles et les bonnes pratiques, brutalisé la population, que ça n'aurait pas dû se passer. Donc, il y a des responsabilités qui vont être établies. Soit, et c'est plutôt ce qu'on voit pour l'instant, ceux qui sont à la manœuvre multiplient les crises pour continuer à traumatiser la population, à la fois avec des images terribles comme les massacres en Israël ou le bombardement de Gaza, les faits divers à travers la France, les gens poignardés, les ci, cela, pour maintenir les gens, tu vois, en état de terreur et de sidération. Et de mon point de vue, l'hypothèse que ça soit intentionnel est quand même assez élevée. Et à ce moment-là, ça permet d'être dans le détournement d'attention systématique et de rester dans ce discours, parce que ce que tu mentionnes par rapport à Karine Lacombe et X est à double tranchant. C'est-à-dire que ces gens-là sont dans une inversion accusatoire permanente. Ils nous accusent de mentir, ils nous accusent d'être agressifs, ils nous accusent de pas bien nous comporter, de dire n'importe quoi, alors que c'est tout ce qu'ils font. Mais ça, c'est classique de ce genre de manipulation. Et puis après, tu vois, ils se retirent évidemment de X parce qu'il y a de la transparence, parce qu'on commence à pouvoir laisser des commentaires en dessous des posts, parce que enfin la parole est libérée, mais en restant dans cette idée qu'on entend sur les médias à journée longue. L'information présentée par les journalistes est fiable parce qu'ils l'ont vérifiée. Les réseaux sociaux ne sont plus que des déversoirs de haine et de désinformation, et donc c'est dangereux d'être sur les réseaux sociaux. Et tu connais les projets de Thierry Breton pour appliquer un traitement soviétique aux réseaux sociaux en question. Donc c'est un peu à double tranchant, tu vois, parce que effectivement, ça libère les bonnes données sur X. Et aujourd'hui, moi, je vais plus sur la presse mainstream que de manière anecdotique pour voir ce que raconte la doxa. Mais toute l'information utile, je la vois apparaître sur Twitter sur X et je vais la chercher ailleurs. Mais d'un autre côté, il y a le risque aussi que ça conforte l'opinion publique telle qu'elle a été prise en otage et manipulée par des procédés d'ingénierie sociale extrêmement bien faits, simplement dans cette conviction qu'effectivement, les réseaux sociaux sont des déversoirs de haine et que ceux qui y sont des gens dont il faut effectivement se méfier. Dernière question, Jean-Dominique, au niveau des perspectives et des solutions, si maintenant on se met dans quelque chose d'un peu prométhéen, on va dire, bon, on a fait, voilà, tu as fait l'autopsie du désastre, on a les données, on a cette situation compliquée avec tout ce qu'on a décrit durant cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions? Moi, par exemple, je ne suis pas du tout spécialiste des questions de santé publique, contrairement à toi je suis même pas, ou d'autres médecins, voilà, je ne suis même pas médecin. Mais que je m'intéresse à ces questions-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les perspectives, les solutions pour essayer d'inverser la tendance? Alors, moi, ça fait 3 ans, tu vois, que j'ai vraiment choisi de m'activer dans le domaine de l'information, c'est-à-dire chercher à donner l'information la plus loyale, honnête et vérifiable à la population. Je le répète, si la presse l'avait fait et si mes collègues l'avaient fait, je serais en train de m'occuper de totalement autre chose dans le plus grand des ravissements. Mais comme personne ne le faisait, je me suis dit, moi, je suis prêt à aller au taf, je suis prêt à prendre des coups, je suis prêt à me faire lyncher sur la place publique, parce que peu importe, il faut que la bonne information soit dite et circule. Et d'ailleurs, un des feedbacks que j'ai souvent reçus de la part de lecteurs, c'est « Mais vous qui avez les connaissances en santé publique, vous avez su formuler les choses d'une manière qui m'a permis de me rendre compte que le sentiment que j'avais était juste, mais que je ne savais pas, moi, défendre.
parce que j'ai pas vos connaissances, mais tu vois. Et ça nous amène, alors, déjà, à faire circuler l'information, acheter mon livre et les livres d'autres personnes pour le donner, alors pas à quelqu'un qui est complètement covidiste, hein, mais si quelqu'un commence à se poser des questions, on voit par exemple que très peu de personnes se sont fait réinjecter cet automne. Donc quand même, les gens se disent bien que la solution miracle n'en était pas une. Donc si quelqu'un se pose des questions de bonne foi, transmettre de l'information par des vidéos, des livres, des articles, continuer ce travail d'ensemencement. Et puis l'autre, alors je sais que vous avez déjà invité un de mes maîtres en anthropologie, Michel Maffezoli, qui est un immense penseur, vraiment. La clairvoyance qu'il a eue sur l'évolution de nos sociétés au cours des 40 années écoulées est prodigieuse, mais qui montre juste une magistrale maîtrise de son sujet. Et lui, ce qu'il observe, et je trouve que ça, c'est le seul réel motif de confiance qu'on a, c'est que la sagesse populaire est extraordinairement lucide par rapport à ce qui se passe. Et de manière intéressante, c'est plutôt les élites, en guillemets, intellectuelles, qui se sont le plus laissées prendre dans des pensées délirantes. Mais délirantes. Donc, c'est pour ça que moi, je ne parle pas tellement avec des responsables impliqués dans la doxa, parce qu'ils ne sont pas intéressés à avoir un échange sincère et à savoir ce qu'il en est réellement. Ils veulent juste défendre leur position, donc c'est une perte de temps. Mais les gens ne sont pas dupes, comme sur les questions de genre, de transition de genre, d'éducation sexuelle dès l'école maternelle. Tu vois, les gens sentent que ça sent mauvais, que c'est pas juste. Et pour l'instant, ils sont plutôt dans une position un peu passive ou attentiste. C'est qu'en Suisse, on a eu des référendums, il y a quand même 40% de la population qui a dit non, on ne veut pas de ces lois. 40%, c'est énorme. Alors après, on nous fait passer pour des marginaux d'extrême droite antisémites. Bon, ça, c'est tout le travail de l'ingénierie sociale, mais la densité est là dans la population. Et donc, on est dans cette position très compliquée où nous avons des oligarques mondialisés qui cherchent à imposer une dictature planétaire. Ils s'en cachent pas. C'est pas une interprétation. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Donc ça, c'est leur intention et ils ont des moyens énormes, ce qui évidemment est très inquiétant. Et puis d'un autre côté, il y a la réalité que les populations sont moins dupes que ce qu'ils imaginent et que ce sont un peu aussi des colosses aux pieds d'argile. C'est-à-dire qu'ils n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Mais le jour où la population finalement comprend que Bill Gates ne doit plus avoir aucun rôle à jouer dans aucune politique sanitaire, que les gouvernants et la représentation nationale doivent être au service de la population et du pays et pas de leur destruction, et tu vois qu'il y a quelque chose qui se clarifie, j'ai envie de dire, dans l'espace collectif en ce sens, il faut se souvenir que des basculements ou des révolutions elles sont toujours assez problématiques, donc c'est pas forcément le modèle que je souhaite, mais des retournements de situation peuvent aller très vite, une fois que ça a mûri dans le corps social. Et donc toute la question est, qu'est-ce qu'il en est de la vitesse respective de l'agenda totalitaire et de tout ce qu'ils font pour le mettre en place? L'identité numérique et la monnaie numérique centralisée sont à bout touchant, et le jour où ils l'ont imposé, on est pris comme ça, on est pris au collet, et le mûrissement du ras-le-bol de la population qui en a de plus en plus marre de se faire infantiliser, de se faire raconter des mensonges, de se faire maltraiter, de se faire restreindre et empêcher de vivre et terroriser. Donc voilà, je dirais ça c'est le moment passionnant de l'histoire dans lequel nous sommes, mais bien malin celui qui saurait dire à quelle échéance se passera quoi. Jean-Dominique Michel, merci beaucoup d'être venu présenter Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid sur la chaîne du Cercle Aristote. Tu es bien entendu le bienvenu au Cercle quand tu as envie, et on aura certainement l'occasion d'en reparler au moment de la sortie du 2e tome dans le courant de l'année 2024. Jean-Dominique, merci d'être venu. Merci à toi Nicolas, à bientôt. Merci. N'oubliez pas de partager cette vidéo, comme l'a dit Jean-Dominique, c'est d'abord le partage d'informations et la collectivisation des informations et du savoir qui permettra de changer quelque chose. Merci à tous d'avoir écouté cette émission et à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.